Ah, ben oui. Tout à l'heure, j'avais en haut dans le petit coin, au final, l'autre. L'autre avec son altérité, avec sa différence, avec ses complémentarités, avec tout ça. Si je continue à le considérer comme l'autre qui a tort, qui n'a pas les bonnes valeurs éducatives, qui ne sait pas réagir au bon moment, etc., je vais effectivement rester en conflit. Pour me permettre justement d'aller prendre soin de cette altérité, il se peut que j'ai besoin de faire preuve de temps en temps d'empathie. Et l'empathie dans le couple, c'est vraiment ce qui va me permettre de pouvoir m'accorder finalement avec l'autre. Quand on est comme ça dans le reproche de l'altérité et qu'on reste de son point de vue avec oui mais tu comprends mes émotions, c'est légitime, et puis moi on m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ça donc je fais comme ça, ouais ok, là on est vraiment dans la situation de conflit parce qu'on est dans la situation de reprocher à l'autre qui il est. C'est aussi un manque de compréhension et d'empathie. Alors ce qui va nourrir le couple et ce qui va pouvoir nous aider, c'est effectivement, j'aime bien cette représentation de Jacques Salomé. Vous avez à gauche monsieur, à droite madame. Monsieur, il a ses valeurs, ses croyances, son éducation, son histoire, ses pensées, ses émotions, ses perceptions. Et du coup, ça fait qu'il est qui il est. Ça fait qu'il a ses réactions propres, ça fait qu'il vit de la manière dont il vit. Et puis à droite, vous avez madame, avec ses valeurs, ses croyances, son éducation, son histoire, ses pensées, ses émotions, ses perceptions. Et elle aussi, du coup, ça en fait sa personnalité. Alors, si je reste dans le reproche de l'autre et à dire oui, mais finalement, c'est quand même l'autre qui a tort, et sur les valeurs éducatives, moi j'ai raison et il a tort, et c'est comme ça et c'est pas autrement, là je vais rester dans la confrontation. Ce qui va pouvoir en premier débloquer les choses, ou en premier ou à la suite de tout ce qu'on vient de dire, ça va être l'empathie. Alors l'empathie c'est quoi ? Là c'est prendre le temps d'aller faire un tour sur la colline de madame, ou pour madame d'aller faire un tour sur la colline de monsieur. Et si moi j'étais là, avec mes valeurs, mes croyances, mon éducation, mon histoire, etc., et que je vais faire un tour sur ta colline, alors bien que je n'ai pas accès à tout ce qui est ton histoire, l'éducation que tu as reçue, tes pensées, tes émotions, je les vois parce qu'elles se manifestent, mais je n'ai pas non plus accès à tes perceptions, mais tout de même, si je vais faire un tour sur ta colline, je vais voir que tu as un point de vue radicalement différent du mien. Parce que de ta colline, on ne voit pas du tout la même chose que sur la mienne. La preuve, c'est que cette fleur qui était en bas, depuis le début, je te soutiens qu'elle est bleue, alors que si je vais sur ta colline, je m'aperçois qu'en fait, elle est rouge. Non seulement la fleur du bas, là, elle est rouge, mais en plus, tout ce que tu vois derrière ta colline, là, moi, j'y avais absolument pas accès de la mienne. Mais en fait, on ne vit pas dans le même monde. Eh ben non, on ne vit pas dans le même monde. Nous sommes plus de 7 milliards sur la planète et on vit chacun sur notre colline. Et notre colline, elle est constituée de nos valeurs, de nos croyances, de notre éducation, de notre histoire, de nos pensées, de nos émotions, de nos perceptions. Et ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Alors c'est sûr que si on s'est mis en couple, c'est qu'a priori, il y avait quand même quelques bricoles qui résonnaient un petit peu, qu'on était d'accord un petit peu sur certaines choses, ou alors qu'on était justement dans cette complémentarité dont on a parlé tout à l'heure, et qui fait que, vous savez, on dit « oh, j'ai trouvé l'âme sœur, super », c'est celui ou celle qui est mon complément, qui a ce que je n'ai pas, qui vient combler un manque en fait chez moi, qui est souvent inconscient. Hein. Et finalement, si je vais faire un tour sur la colline de l'autre, je me rends compte là de l'altérité. Alors faire un tour sur la colline de l'autre, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire prendre le temps d'aller... Alors je dis pas comprendre, parce qu'on comprend jamais du fait qu'on n'a pas vécu tout ça.
mais juste observer. Ah, c'est quoi ton point de vue? Ah là, en fait, à toi, ton point de vue sur les choses, c'est ça. Ah, et du coup, tu te sens comme ça. Et du coup, tu as telle réaction. Ah ouais, ok. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de choses en plus, des outils qui nous permettent de mieux comprendre le cerveau humain, de mieux comprendre les différents types d'humains que nous sommes. Si on a envie de se documenter sur la question, il y a plein de choses, c'est très, très riche. Et des fois, ça peut nous aider aussi à aller un petit peu voir comment ça se passe pour l'autre. C'est ce que propose aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des 5 langages de l'amour, c'est ce que propose aussi Gary Chapman dans ce livre, c'est-à-dire d'aller voir, ah toi ton langage d'amour, en fait c'est pas du tout le même que le mien. Ah ouais, donc moi j'adore qu'on me fasse des cadeaux, mais toi en fait les cadeaux, tu t'en fiches. Toi ce que t'aimes, c'est les compliments. Ah ouais. Donc vu comme ça, moi je te fais des cadeaux tout le temps en croyant que tu vas être super content. Eh ben non, parce que c'est pas ton langage d'amour. C'est le mien, mais c'est pas le tien. Donc si je vais sur ta colline, si je prends un temps pour en discuter avec toi, je vais me rendre compte que, ah oui, en fait, tu fonctionnes différemment de moi. En fait, tu n'es pas moi. Et je n'ai pas la vérité vraie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que mon point de vue, en fait, qui est le meilleur, le plus beau, le plus abouti, le plus réfléchi, le plus documenté. Ah non, parce que toi, en fait, tu t'es aussi documenté, mais sur plein d'autres trucs. Ah, d'accord. Et alors là, sur les valeurs éducatives, autant dire que je trouve ça très intéressant d'aller regarder les choses du point de vue de l'autre. Ce qui est vraiment important en premier, c'est déjà de considérer qu'on peut avoir des points de vue différents. Que ça n'empêche pas de s'aimer, que ça n'empêche pas de vivre ensemble. C'est juste un point de vue divergent. Encore une fois, rappelez-vous le début, tout va mal. Mais non, c'est pas que tout va mal. C'est juste que sur ce point-là, précisément, on n'est pas d'accord. Cette étape d'empathie, elle est vraiment nécessaire. Si j'en fais l'économie en me disant oui, mais enfin, quand même, mon point de vue, quoi. Hein, je reste dans la position de j'ai pas tellement envie de discuter. J'ai pas tellement envie de me remettre en question. Si on veut se mettre en accord sur les valeurs éducatives, forcément, ça passe par une remise en question individuelle. Mais il se peut qu'on les fasse et que malgré tout, on reste en désaccord. Alors là, il y a soit l'option divorce tout de suite, soit si on ne veut pas divorcer, effectivement, on va pouvoir aller essayer de résoudre les problèmes. Donc, ce fameux couple, moi plus l'autre, et on forme un couple, et en plus on a des enfants. Alors, en tant que couple, avant même d'avoir des enfants, on a vu qu'on avait on avait des systèmes, on avait des fonctionnements, mais on a aussi des valeurs. On a des valeurs avant d'avoir des enfants. Et puis on a des valeurs après avoir eu des enfants, qui peuvent changer. Des fois, ça nous fait bouger pas mal. Et là, on est à ce moment-là sur les valeurs éducatives. Dans nos valeurs éducatives, qu'est-ce qui est OK pour les deux? Qu'est-ce que de temps en temps je laisse passer, mais vraiment de manière exceptionnelle? Et qu'est-ce qui est totalement interdit? Il peut y avoir des désaccords sur cette partie-là entre les deux personnes du couple. Néanmoins, il y a une chose où c'est important d'être un petit peu d'accord, voire complètement d'accord, c'est sur les interdits, vraiment interdits. Sur les interdits qui ne sont pas forcément que des valeurs éducatives, ça peut être aussi la loi, ça peut être lié à la santé ou à la mise en danger, quoique la mise en danger c'est super relatif. C'est très très subjectif, la mise en danger. On n'a pas du tout les mêmes notions de la mise en danger. Mais il y a quand même des interdits sur lesquels c'est important de se mettre d'accord dans le couple. Je dirais que c'est le seul espace où là, pour le coup, ce serait bien d'obtenir un consensus. Après, sur le reste, les enfants, ils vont faire leur cuisine.
Et ils vont bien savoir que voilà, avec papa ou avec maman, ça va se passer d'une façon ou d'une autre. Et c'est ok, enfin je veux dire, on est vivant, on est changeant. Il ne s'agit pas de se formater pour se dire on va tous faire pareil. Évidemment, plus il y aura d'espace où on est d'accord, plus ça va être facile. Mais c'est important aussi de se dire que, encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Et que si mon conjoint ou ma conjointe a envie de faire différemment, ben, ok, ça lui appartient. On parlait tout à l'heure des couples séparés. Forcément, quand on est en couple séparé, ben, y a des choses qu'il faut lâcher. Parce que non, ça ne se passe pas pareil chez le papa ou chez la maman. Et qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent plus. Après, si ça met en danger l'enfant, encore une fois, là, ce serait bien qu'on se mette d'accord. Mais il y a forcément des valeurs qu'il faut lâcher. Donc ce check-là des valeurs éducatives, c'est pas mal dans le couple. Si on voit qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, de prendre un temps et de se dire, voyons sur quoi, ce qui est pour nous autorisé, ce qui est pour nous entre deux, c'est-à-dire autorisé ou interdit avec exception, et puis ce qui est vraiment interdit. Et de voir si au moins on peut se mettre d'accord sur les interdits. Donc ça, c'est bien que ça donne lieu à une discussion juste entre vous, sans les enfants, bien sûr, pour déjà se caler là-dessus. Après, si malgré tout ça et malgré tout ce que je vous ai dit depuis le début, on n'est encore pas d'accord, à ce moment-là, on va aller vers d'autres solutions. Donc, en tant que couple parental et vraiment par rapport à l'éducation, il va y avoir un certain nombre de choses. Là, on est un petit peu sur un schéma un petit peu, pas synthétique, mais qui est dans la continuité de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Une fois que j'ai fait le tri dans mes valeurs éducatives, que j'ai aussi fait preuve d'empathie avec mon conjoint ou ma conjointe, et que je me suis un petit peu posé des questions sur mes pensées irréalistes automatiques, mes fonctionnements, mes valeurs, forcément, il va y avoir des choses que je peux accepter de lâcher. Et ça ne veut pas dire que je suis en train de me renier. Je ne suis pas en train ni de lâcher mon autorité. Ça veut juste dire que finalement j'ai bien fait le tri dans ma tête, que je suis claire avec ça m'a été amené par toutes les générations d'avant, mais au final ça n'a pas vraiment de sens pour moi, ou ça finalement j'y tenais mordicus, et si je me pose vraiment la question, ça génère tellement de conflits que peut-être que je suis prêt à le lâcher. Donc effectivement il va y avoir ce que je lâche, et puis il va aussi y avoir ce que je n'accepte pas, ou ce sur quoi je ne veux pas lâcher. Il va aussi y avoir du coup la question qu'on s'est posée tout à l'heure, à qui appartient le conflit? Et ça c'est important d'avoir mis du clair là-dedans. Est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est mon fonctionnement de couple? Ou est-ce que c'est vraiment le couple parental avec nos valeurs d'éducation? Ça m'amène à penser, à accepter les façons différentes de faire, notamment si je fais preuve d'empathie et que je me rends compte que d'un point de vue de mon conjoint ou de ma conjointe, les choses sont tellement différentes de ce que j'avais pensé que oui, je conçois que du coup tu as une façon de faire différente. Ça peut être aussi ça, et c'est vraiment important de voir par rapport aux compétences. Je disais tout à l'heure que la notion de mise en danger est tout à fait relative. J'ai envie de vous parler, je crois que c'était avant-hier. En atelier, j'ai été assez touchée par un papa. Alors, ils étaient là en couple et ils ont une petite fille qui est pas très grande. Et le papa, en fait, nous disait que dans une aire de jeu, et notamment sur un toboggan, il laissait sa fille aller sur un toboggan qui normalement était pour les enfants plus grands. Oh là là, mais tu te rends pas compte, tu la mets en danger, blablabla. Et en fait, au bout d'un moment, ce papa nous explique qu'il a regardé le geste d'un point de vue sportif. Il a regardé en fait comment elle montait
comment elle se tournait, et que vraiment il a observé tous les gestes de son corps avec la connaissance de quelqu'un qui est prof de sport. Et qui du coup l'a vraiment regardé dans son physique. Et il a vu, ouais, là elle est capable. Donc je la laisse. Et je trouvais ça vraiment touchant parce que, en premier, on peut aller sur ce jugement hâtif, à se dire ouais, encore un qui fait son geek pendant que sa fille a fait du toboggan. Mais non, pas du tout. Il n'était pas là à la soutenir physiquement, comme aurait fait peut-être la maman qui n'avait pas les compétences à pouvoir regarder le geste d'un point de vue sportif. Mais peut-être que même la maman là, hein, je dis pas, mais ou une autre maman. Mais lui, il était là dans ce soutien d'observation, à dire ok, j'observe, je suis prêt à intervenir s'il y a besoin, et je regarde la chose d'un point de vue d'expert sportif. Et donc là, à ce moment-là, ça veut dire que je reconnais qu'effectivement l'autre a des compétences que je n'ai pas, et je freine ma petite pensée irréaliste automatique qui voudrait ah mais toi tu les laisses faire des choses totalement inconsidérées. Non, il a pris le temps de regarder tout le mouvement, et à partir de ce regard expert, il peut en conclure que oui, elle a la compétence physique pour gérer ce toboggan-là. Je trouve ça vraiment intéressant parce que cette question du risque, on peut être très à cheval dessus, et en même temps, ça va nous chercher dans quoi? Ça va nous chercher dans nos peurs. On a tous peur pour nos enfants, mais plus ou moins. Et il y a, je ne voudrais pas généraliser, mais il y a souvent ce conflit entre le masculin et le féminin. Les mamans qui sont plus dans la peur et les papas qui sont plus dans le corporel. Encore une fois, je ne peux pas faire des généralités bidons. C'est juste, moi, de ce que j'observe, il peut y avoir cette tendance-là. Et finalement, si moi, je suis, omnubilée par ma peur, je ne vais même pas pouvoir avoir le cerveau disponible pour aller regarder l'aspect technique de la chose. Je vais faire « Ah non, non, tu vas pas, j'ai trop peur. » Wow, ok. Donc, cette différence de perception, et y compris de la perception des compétences de l'enfant, elle ne me paraît pas inintéressante. Ça ne veut pas dire que tous les papas sont des experts en sport et que toutes les mamans ont peur. Hein. On est bien d'accord. Je ne me permettrai pas de faire de telles généralités. C'est juste qu'on peut reconnaître à l'autre qu'il y a des choses que lui ou elle peut sentir ou comprendre et que moi, je ne les comprends pas. Et que du coup, certes, moi, je ne l'aurais pas fait, mais finalement, je ne l'aurais pas fait parce que j'en ai pas les moyens, j'en ai pas les compétences. Pardon ? C'est aussi un instinct. Moi, je peux autoriser certaines choses à ma fille à une époque sans être expert sportif. Oui. C'est aussi un côté instinct et tout à fait. Une bienveillance qui fait que je suis pas sportif. Oui. Et sauf que l'instinct, c'est vachement plus difficile du coup à argumenter dans le couple. Mais en même temps, mais je vous rejoins tout à fait. Effectivement, de manière instinctive, je crois que personne, que ce soit les papas ou les mamans, on a envie que nos enfants se mettent en danger au point de mourir, hein, de toute façon. Donc, on est là, et effectivement, on va laisser faire des choses ou pas, mais c'est toujours en fonction de nos peurs. Et ça, c'est vraiment important d'aller regarder que ce qu'on ne laisse pas faire, bien sûr que ça peut être raisonnable, hein, mais quand on n'est pas d'accord, il y a la peur qui intervient. Et la peur, encore une fois, ok, c'est une émotion, elle est légitime. Mais attention, est-ce qu'entre la situation et ma peur, il n'y a pas eu une petite pensée irréaliste automatique? Ou il n'y a pas eu peut-être une identification? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Donc ça me paraît totalement irréaliste que mon enfant en soit capable. Sauf que mon enfant est capable de faire des trucs que moi, je ne sais pas faire. Surtout corporellement. Enfin, je parle pour moi. Ça vous parle? Ouais. Alors,
dans tout ce tri et ce désaccord parental, intervient la question de la violence. Je ne pouvais pas ne pas traiter cette question-là. Aujourd'hui, la violence éducative est condamnée par la loi, parce qu'effectivement, notre pays se rend compte que ça n'est pas un moyen efficace d'éduquer les enfants, et en tout cas pas un moyen respectueux de l'intégrité de chacun des êtres humains. Par rapport à la violence, alors qu'elle soit verbale ou physique, effectivement, ça peut faire partie des choses que je n'accepte pas et sur lesquelles je suis intransigeant. Après, comment est-ce que je vais régler cette question-là ? La violence, c'est une question tellement complexe, on en parle beaucoup en ce moment entre les hommes et les femmes. J'ai l'impression d'ailleurs que le prisme par lequel on le regarde en ce moment, moi en tout cas, me paraît un petit peu réducteur. L'histoire de bourreaux, victimes, etc. Je me dis, non, il n'y a quand même pas que ça, il y a tellement d'autres choses, et notamment ces fameux schémas dont je vous parlais tout à l'heure de complémentarité. Donc la violence, c'est une notion extrêmement complexe. Après, si à l'intérieur de moi, je ne la tolère pas, et que c'est insupportable et impossible pour moi que des violences soient faites à mon enfant, à ce moment-là, je prends les mesures nécessaires. Et aujourd'hui, en plus, la loi est là pour aller dans mon sens, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc effectivement, je vais pouvoir avoir du bagage pour réagir dans cette situation-là. Enfin, la loi est là pour parler de la violence physique. La loi ne parle pas encore de la violence verbale. Et la violence verbale peut avoir aussi un impact très, très, très important. Je me suis posé la question il y a 2 jours, savoir si la violence verbale pouvait être aussi impactante que la violence physique. J'ai pas la réponse, moi. J'ai l'impression que oui. Vous pensez que oui ? Ah oui. On dit même que comme elle n'est pas matérialisée, elle est plus marquante. Comme elle n'est pas matérialisée, oui. Elle est plus marquante en fait que la violence physique. C'est très personnel en fait. Sur l'estime de soi, effectivement, elle est complètement destructrice. Oui. Il y a des gens sur qui, enfin j'entends, on va dire libre, une violence verbale aura plus d'impact qu'une violence physique, et inversement, une violence physique aura plus d'impact que verbale. Donc ça peut être très subjectif. Oui, en fonction de la sensibilité de chacun. En tout cas, ça semble reconnu autant l'un que l'autre. C'est pas un mal. Voilà, donc par rapport à cette notion-là de violence, autant jusqu'à maintenant, je vous ai dit, bon, attendez, regardez un petit peu de votre côté, ce qui se passe, est-ce qu'on va négocier, pas négocier. Pour moi, s'il y a un espace qui est non négociable, c'est celui-là. Ça, c'est ma valeur personnelle. La loi va aujourd'hui dans ce sens-là. Après, par rapport à ça, c'est à vous de trancher, sachant que la loi a déjà tranché pour nous. Mais je peux pas dire... pour tout le monde, ça doit être comme ça. Je sais que de fait, ça n'est pas pour tout le monde comme ça, même si la loi aujourd'hui va dans ce sens-là. Voilà, cela dit, ça me paraît quand même être l'espace sur lequel là, c'est non négociable. Bon, et si malgré tout ça, il nous reste encore des problèmes, et bien là, il y a une vraie question qui se pose. Mais pour de vrai, vraiment, je vous la pose. C'est s'il y a un problème, est-ce que au fond de moi, j'ai envie d'y trouver une solution ? Et vraiment, je pense que c'est important de se poser la question. Parce que vivre avec des problèmes, tout à l'heure on disait, mais si on arrêtait de se plaindre, de quoi on parlerait ? Vivre avec des problèmes, c'est vivre. Ça nous fait vivre nos problèmes. Comme ça, on peut en parler, on peut aller faire des conférences, des ateliers. Non mais c'est vrai, si on n'avait plus de problème, il nous manquerait quand même tout un pan de notre existence. Donc c'est une vraie question, et je vous invite vraiment à vous la poser intérieurement. Est-ce que j'ai envie de résoudre le problème ? C'est-à-dire, est-ce que je serais vraiment plus heureux ou plus heureuse avec le problème résolu ?
est-ce que je m'ennuierais pas un peu? Donc voilà, je parais être dans la provocation, mais je ne le suis pas du tout. Je suis tout à fait sérieuse. Est-ce que j'ai envie de trouver une solution à ce problème-là? Ou est-ce que je préfère dire « Ouais, mais de toute façon, c'est l'autre, il est nul, et puis comme ça, c'est réglé, je ne me remets pas en question ». Et ça, la réponse vous appartient. Je ne vous dis pas qu'il faut faire l'un ou l'autre. Vous êtes entièrement libre. Si vous avez envie de régler vos problèmes, de les régler, ou si vous n'avez pas envie de les garder, parce qu'après tout, ça génère de la colère, qui est quand même une énergie d'action, on peut se rebeller, on peut lutter, on peut faire des manifestations. Donc c'est quand même super cool d'avoir des problèmes. Bah oui. Donc, si vraiment à l'intérieur de moi, j'ai décidé de m'attaquer au problème, je vais vous proposer ce que certains qui sont déjà venus en atelier ont déjà entendu parler, qui est la fameuse résolution de problème. Je suis en train de réfléchir à un truc et je me dis, je parle ici bien de résolution de problème et non pas de résolution de conflit. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le moment, on a une dispute, comment on va faire, mais sur un problème qui est beaucoup plus ancré, qui est vraiment là, que j'ai cerné et qui m'embête depuis longtemps, c'est-à-dire quelque chose de récurrent. Notamment ces fameuses valeurs éducatives sur lesquelles on n'est pas d'accord. Donc c'est bien si vous ne voulez pas divorcer. Hein. On est bien d'accord. Alors, si j'ai envie de résoudre mon problème, je vais moi vous proposer ce processus de résolution de problème. La première chose à faire quand je veux résoudre un problème, c'est de le cerner. Ça paraît tout bête, hein, mais c'est vachement important. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, est-ce que notre désaccord, il est individuel? Est-ce qu'il touche le couple? Ou est-ce qu'il touche le couple parental? Ça, c'est déjà une première façon de le cerner. Est-ce que c'est pas mes pensées irréalistes automatiques qui m'entraînent là-dedans? Là aussi, ça va me permettre d'éclaircir. Et quand je vais cerner le problème, il va s'agir de parler en termes d'action et non pas de réaction, non pas d'émotion. Je peux pas dire, ben moi, mon problème, c'est que tu es en colère. L'émotion est légitime, même si elle peut être exagérée par une pensée irréaliste automatique. Mais le problème, c'est bien une action. Et ça, c'est super important. Ce sur quoi je vais pouvoir travailler, ce sur quoi je vais pouvoir avoir des leviers, c'est un problème en termes d'action. Donc, une fois que j'aurai cerné vraiment mon problème, et à ce moment-là, je vais pouvoir, rappelez-vous, si j'attaque l'autre en frontal et que je lui dis « toi, tu es comme ça », ce que je vais déclencher en face, c'est une levée de bouclier et d'armes, et on va continuer à être dans le conflit. Donc, une fois que j'ai cerné le problème, je vais le formuler en « je ». Et ça, c'est super important. Je n'attaque pas l'autre. Moi, personnellement, j'ai un problème avec cette action-là. Est-ce que, s'il te plaît, on peut en parler? Ça vous parle? Est-ce que vous voyez que quand parfois on a envie de résoudre un problème, finalement on mélange tout? On mélange les émotions, on mélange la personne, on mélange l'action, on mélange tout ça, puis on dit ouais, ça va vraiment pas, hein, tout va mal. Ok. Donc là vraiment, on a pris le temps de décortiquer tout ça. Le problème, il doit tenir en une phrase. Il doit concerner une action et il va être formulé en jeu. J'ai un problème avec ça. Quand on va faire une résolution de problème, on va attaquer un problème à la fois. Et c'est bien suffisant. En fait, si je veux tous les attaquer d'un coup, c'est que finalement, je ne veux pas m'y attaquer. Ça revient à dire qu'en fait, je n'ai pas envie de régler mes problèmes. Donc si je veux vraiment trouver une solution, je vais aller me focaliser sur une chose, sur la chose qui m'embête vraiment le plus. Et finalement, une bonne façon de savoir si j'ai bien ciblé mon problème, c'est si je me pose cette question, est-ce que s'il était résolu, je me sentirais mieux?
imaginez-vous sans votre problème, délesté de votre poids. Est-ce que vous n'avez plus de conversation ou est-ce que vraiment ça va beaucoup mieux? Encore une fois, c'est une vraie question à se poser. Donc, une fois que j'ai cerné mon problème et que je me suis vraiment dit, ah oui, si ça c'était résolu, j'irais vraiment mieux, je me sentirais vraiment mieux, il va s'agir de solliciter mon conjoint ou ma conjointe et de lui proposer un rendez-vous. Un rendez-vous galant de résolution de problème. Pour ce rendez-vous, donc que vous fixez quand vous voulez, bon, si possible pas dans 25 ans parce qu'il n'y aura plus de problème, il va falloir se munir donc de plusieurs choses, papier et crayon, et aussi d'ouverture d'esprit. Et ça, c'est tout à fait capital et fondamental. Si vous n'avez pas d'ouverture d'esprit dans la résolution de problèmes et que vous attaquez la chose en vous disant « moi, j'ai la solution et c'est celle-là que je vais imposer », ça n'est pas une résolution de problème, ça s'appelle de la manipulation. Alors, ça peut marcher à court terme, mais là, on n'est pas dans le même processus. On est dans deux choses qui sont différentes. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, mais simplement, ce n'est pas la même chose. Donc là, si je veux vraiment être dans ce processus de résolution de problème, l'ouverture d'esprit va être importante. Et c'est-à-dire que je ne sais pas à l'avance ce qui va découler de ce rendez-vous. Je n'ai pas d'idée préconçue sur le résultat. Et ça, c'est super important. Quand je propose les résolutions de problèmes en atelier aux parents et que je leur dis, voilà, parce que ce processus, bien sûr, peut se faire avec les enfants, si j'arrive, moi, en tant que parent, et que je sais qu'en fait, là, on est à A, moi, je veux aller à B, non, c'est pas ça. Parce que là, je suis dans une posture d'autoritarisme. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est imposer mon point de vue. Donc, l'ouverture d'esprit va être indispensable. Au moment du rendez-vous, la première chose à faire, c'est pour ça que ce sera bien de s'être entraîné un petit peu avant, c'est avaler la fameuse colline là. Cet exercice, pas toujours. Est-ce que vous pouvez définir en fait ce qu'est un problème? Alors, est-ce que vous pourriez me le dire? Pour moi, sur un peu les étiquettes, si je transpose moi, la question c'est ce que vous avez dit tout à l'heure un petit peu, c'est un qui est plutôt plus dur avec les enfants et l'autre qui est laxiste. Donc un qui est taxé de laxisme et l'autre qui est taxé un peu de mou. Pardon, non, de mou. Le laxiste c'est le mou. Oui, le mou, et l'autre c'est le plus dur et Qui l'autoritaire. est pas gentil, un peu. Comment dire ça? Donc là, ça, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un ensemble? C'est un système. Oui, parce que ça s'applique à plein de situations. Ouais. Où, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. J'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Avec des valeurs qui peuvent être un peu les mêmes. On est à peu près d'accord sur Sauf qu'il y en a un qui va prendre le costume de l'autorité plus facilement que l'autre. Qu'est-ce qui se passerait? Une application plus stricte. Une application stricte de la norme, de la règle qui a été établie. L'autre étant sur moi, ce qui m'intéresse, c'est souplesse. Pour qui c'est un problème? Est-ce que c'est pour celui qui est plus strict, qui du coup trouve les deux, que en fait. les choses ne sont pas respectées, oui. Ou est-ce que c'est pour celui qui est plus souple? Pardon. Les deux. Puisque celui qui est plus dur, il ne comprend pas qu'il y ait cette souplesse, et celui qui est plus mou, plus laxiste, trouve mais c'est trop dur d'appliquer ça comme ça. Et tant que je resterai aussi dur et que l'autre restera aussi laxe, la chose se poursuivra de la même façon. Donc là c'est... C'est quoi la solution? C'est se rapprocher un petit peu du point idéal. Le mou devient plus dur et le dur plus mou. D'une certaine façon. Alors, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est si vraiment les deux ont un problème avec ça, est-ce que je suis prêt à changer? Parce que ça, c'est quand même la question fondamentale de tout. C'est-à-dire que si je n'ai aucune envie de changer quoi que ce soit,
ça veut dire que j'ai pas envie de résoudre le problème. Ça veut dire que je reste sur ma posture à moi parce que moi j'ai raison et les autres ont tort. Ok, c'est juste un point de vue. Mais si je reste dans cette posture-là, en fait, je suis dans la bataille. Je bataille mon point de vue. Ce que moi j'ai envie de vous amener là depuis le début de ma conférence, c'est un peu d'ouverture d'esprit, un peu de souplesse. Notamment, si je suis à ce point-là ancrée dans mes positions, est-ce que j'ai revisité mes valeurs éducatives? Est-ce que tout ce que je demande est vraiment fondamentalement super important et vital pour moi que je ne puisse rien lâcher? Donc, oui, il y a à chacun de s'interroger un petit peu sur c'est quoi mon but en fait dans tout ça? Et c'est vraiment important. On parle du couple depuis tout à l'heure, mais est-ce que mon couple, j'y tiens? Est-ce que j'y tiens suffisamment pour, ben oui, accepter que, oui, dans un couple, il faut un petit peu de souplesse, parce qu'on est deux. En plus, les enfants. Donc, la vraie question de départ, là, c'est, est-ce que je tiens à mon couple ou pas? Une fois que j'ai répondu à cette question-là, et là, je ne peux vraiment pas y répondre pour vous, et la réponse, elle est très intérieure. Une fois que j'ai répondu à cette question-là, c'est ok, j'y tiens vraiment. Il va peut-être falloir qu'on fasse bouger un petit peu les lignes, parce que là, pour l'instant, dans cette posture-là, il ne peut pas tenir. Donc, de combien je suis prêt à bouger la ligne? Et le fait de revisiter ces valeurs éducatives, le fait d'aller faire de l'empathie, d'aller voir sur la colline de l'autre, ah ok, de ton point de vue, c'est comme ça. C'est ça qui va me permettre de prendre un peu de souplesse. Si je reste en fait de manière, et c'est vraiment ce que j'essaye de vous dire depuis le début de la conférence, si je reste sur ma posture, que c'est comme ça, que c'est pas autrement, et que c'est moi qui ai raison, ok, mais divorce tout de suite. Parce que ça veut dire que la valeur du couple, la valeur de vivre avec l'autre, elle est moins importante que ma posture personnelle. Donc quand je dis vivre en couple, oui, c'est un choix. Et c'est... Moi, je trouve que c'est intéressant de se poser la question tous les jours. Et vraiment, je dis ça honnêtement. Tous les jours, je trouve ça intéressant de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre en couple avec la personne avec qui je vis? Ouais. Eh bien, écoute, alors je vais faire un effort. Parce que j'en ai envie. Et que cette réponse-là, elle est intime. Elle est vraiment de chacun. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Ça, je ne peux pas répondre pour vous. Et est-ce que je suis prêt à faire un effort? Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle monsieur Thomas d'Azembourg, qui vient d'ailleurs à Bordeaux faire une conférence bientôt. Et ce monsieur, il a une conférence qui s'appelle « Le bonheur n'est pas nécessairement confortable ». Et ça va dans ce sens-là où, une fois que j'ai choisi ce qui me rend vraiment heureux dans la vie, par exemple, j'ai choisi de faire des enfants, et j'ai choisi ces enfants de les instruire, qu'ils aient une instruction, qu'ils aillent à l'école. Ça, c'est mon choix personnel fondamental, et c'est ce qui me rend heureux dans la vie. Parce que je suis vraiment content d'avoir fait ce choix, je suis content aussi de pouvoir faire ce choix dans un pays où c'est possible. Et bien, ce choix-là, il va avoir des conséquences qui, au quotidien, ne sont pas forcément nécessairement confortables. Par exemple, le matin, quand je me retrouve dans les bouchons à devoir emmener mes gosses à l'école, ben oui, je peux pester contre toute l'organisation de la ville et tout ça. Mais en même temps, au moment où je suis en train de faire ça, qui sont les conséquences pas nécessairement confortables de mon choix, si je reviens à mon choix premier, mon choix, c'est d'avoir des enfants, d'avoir fait des enfants. Aujourd'hui, on a le choix de les faire ou pas les faire. Et c'est qu'ils aient une instruction. Et que par rapport à ce choix-là, qui est mon choix premier, et que je peux effectivement remettre en question, et aller me re-questionner, est-ce que c'est vraiment mon choix? Oui, il va y avoir des conséquences qui ne vont pas être tous les jours confortables. Ça va me demander effectivement un petit peu de souplesse. Mais quel est mon choix de départ? J'ai envie de vivre en couple ou seul? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Oui, on a fait des enfants ensemble, et en même temps, cette vie de couple, bah non, elle ne nous intéresse pas. Eh ben, ok.
et on reste un couple parental pour autant. Et du coup, effectivement, on va pouvoir avoir des choses à régler ensemble. Mais ce choix du couple, et voilà, tu le dis tout à fait clairement, est-ce que je fais ce choix d'être en couple ou pas? Et si je le fais, il va y avoir des conséquences qui des fois sont super agréables et puis qui des fois sont un petit peu plus difficiles. Ça c'est juste, c'est la vie de couple. Parfois c'est comme ça. Et par rapport à cette posture, je suis l'autoritaire ou je suis le laxiste, alors déjà ce sont quand même des étiquettes qu'on s'est posées. C'est un schéma, donc l'un nourrit l'autre. Est-ce que j'ai envie que ça bouge ou pas? Ça c'est une vraie question. Si j'ai envie que ça bouge, qu'est-ce que je suis prêt à lâcher si je suis celui qui tient un mordicus? Et qu'est-ce que je suis prêt à prendre si je suis celui qui est plutôt mou? Mais ça, c'est entre vous et vous. Est-ce que vous avez envie de faire bouger les choses? Ou est-ce que vous voulez qu'elles restent là? Auquel cas, ok, elles resteront là, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de problème. Là, on parle de laxisme et on parle d'autoritarisme. Ça va se traduire au quotidien par un certain nombre de situations. L'heure du coucher, l'heure du repas, les habits qu'on laisse mettre ou les habits qu'on laisse pas mettre, être en retard à l'école ou pas, tout un tas de choses comme ça. Donc c'est sur ces points où là on sort l'étiquette tout à fait, on sort l'étiquette laxisme ou autoritarisme. Sur ces points-là, est-ce qu'on peut engager une résolution de problème? Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de ramener les choses sur l'action, puisque l'action, ça va être les choses sur lesquelles j'ai un levier. Une fois que j'aurai effectivement cerné ces actions, etc., que j'aurai pris le temps d'aller regarder du point de vue de l'autre, que j'aurai du coup énoncé, moi, mon point de vue de façon courte et efficace, sans attaquer l'autre, on va pouvoir annoncer le but, c'est-à-dire là, sur des actions, trouver des solutions ensemble. Et puis, vraiment, l'idée de la résolution de problème, c'est tout le monde note, on va noter toutes les solutions, on parle vraiment de solutions qui peuvent être envisageables pour ce problème-là, et on va les noter sans les juger, sans les trier, sans donner un avis sur ces solutions-là. Je vous engage, si vous voulez, à prendre la photo de la résolution de problème, histoire que vous ayez vraiment toutes les... C'est juste une question. À la fin, c'est qui veut par eux on parle des enfants ou c'est les personnes concernées? Par les personnes concernées. Donc, une fois qu'on aura vu toutes ces solutions-là possibles, il y en a qui vont nous convenir et d'autres pas. Et à ce moment-là, on va rayer celles qui ne conviennent pas à l'un ou à l'autre. Et une fois qu'on les aura rayées, il va rester celles sur lesquelles on est d'accord. Et donc le but, c'est vraiment d'aller vers ces solutions-là sur lesquelles on est d'accord et que ça devienne notre règle. Et une fois que cette règle est co-établie, ça va nous donner envie de la respecter. Donc je vous remercie d'avoir posé votre question qui nous ramène vraiment aux actions, aux choses, puisque c'est ces choses-là sur lesquelles on va pouvoir avoir un levier et qui vont permettre d'entraîner du changement. Oui, j'arrive. Merci. Voilà, j'écoute la fin. Dernière question, moi j'ai tendance à retourner le problème du point de vue de l'enfant et de l'intérêt du ou des enfants, en fait. Et pas de l'accordage des deux adultes entre eux, mais plutôt on fait ça, on n'est pas d'accord, mais l'intérêt de l'enfant, est-ce que si on prend par c'est très 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 subjectif. Ouais, c'est trop subjectif en fait. C'est pour ça qu'on ne tombe pas d'accord. C'est parce que justement on ne voit pas l'intérêt de l'enfant vraiment. Donc ça me paraît beaucoup plus efficace d'aller vraiment sur des faits, sur des actions, plutôt que sur des principes. Bon, du coup, on n'a pas tellement de temps pour les questions-réponses. J'espère que vous avez pu les poser au fur et à mesure comme vous le souhaitiez. Je vous remercie de votre écoute attentive. Merci.
Et puis, on n'a pas d'autres conférences qui sont programmées pour l'instant avec... Si, on en a une, on peut dire. En décembre, on en a une sur jalousie et rivalité entre frères et sœurs. Je l'avais oublié. Merci à vous. Merci. Ça va être publié. Si vous allez sur ma page Facebook,